Maintenant, on va développer la dérivation de la CP pour voir sur quoi c'est basé exactement. Donc, pour commencer, on va faire un petit retour en arrière. On avait vu ça plus tôt dans le cours pour les SVM, donc l'approche par multiplicateur de Lagrange, où là, on veut résoudre un problème d'optimisation sous contrainte. C'est-à-dire que, par exemple, on veut maximiser une fonction f sous contrainte que la fonction g soit égale à 0. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on dit qu'il existe un paramètre lambda différent de 0 de sorte que le gradient, la dérivée partielle de f plus lambda dérivée partielle de g va être égal à 0. Donc, ça existe. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut définir finalement une équation avec le multiplicateur de Lagrange qu'on va utiliser comme critère d'optimisation. On va dire qu'on a notre équation avec le multiplicateur de Lagrange qui est défini comme étant la fonction f qu'on veut maximiser, plus lambda g qui est la contrainte qu'on veut respecter, qu'on veut qu'elle soit égale à 0. Puis le maximum, donc, va être fait en prenant justement le gradient de L, puis on va faire égaler ça à 0. Puis ça va revenir un peu à ce qu'on avait ici, donc de dire que ça ici, bien, ça correspond grosso modo à ça. Et donc, l'intérêt de ça ici, c'est que si on est intéressé à trouver le x qui nous permet d'obtenir ça, bien, on va pouvoir éliminer le lambda sans avoir à l'évaluer. Un exemple assez simple, c'est de voir que, supposons qu'on a une fonction qu'on veut maximiser avec deux variables, x1 et x2. La fonction f est égale à 1 moins x carré, x1 carré moins x2 carré. Puis on est sujet à la contrainte que x1 plus x2 moins 1 sont égaux à 0. Donc, on a cette contrainte-là. On veut maximiser le f. La formulation avec le multiplicateur de Lagrange nous dit que dans le fond, notre fonction qu'on a, c'est f ici, f de x1, x2, plus lambda g de x1, x2. Et là, pour résoudre ça, on fait la résolution en faisant dérivée partielle égale à 0. Fait qu'on fait la dérivée partielle pour x1. Donc, la dérivée partielle de L selon x1, ça va être égal à moins 2x1 plus lambda est égal à 0. Le reste n'inclut pas x1. De même, pour x2, c'est la même chose. Ça fait moins 2x2 plus lambda x2 est égal à 0. Puis pour ce qui est de lambda directement, on l'a ici. Fait qu'on va prendre ce qui est dans la parenthèse. C'est x1 plus x2 moins 1 égale à 0. Fait que l'intérêt de ça, c'est de dire justement, en mettant notre lambda ici, la contrainte de faire égaler g de x à 0, on l'a directement ici par la dérivée partielle selon lambda. Et le reste ici, bien, ça correspond à la dérivée de f, mais en tenant compte du lambda ici. Fait que si on a un système ici avec trois inconnus, trois équations, on fait une solution au système qui nous donne directement que x1 est égal à 0,5, x2 est égal à 0,5 et lambda est égal à 1. Ça, c'est la solution ici qu'on va obtenir avec ce système d'équations-là. Visuellement parlant, ça donne ça. C'est de dire que dans le fond, on a notre contrainte G ici, qui correspond à la ligne pointillée. Et nous, on veut rester sur cette ligne-là. Notre contrainte, c'est d'être sur la ligne correspondant à G, ici égale à 0. Et là, ce qu'on veut, c'est de trouver le point sur cette ligne-là qui va maximiser la fonction f. Puis cette fonction-là, f-là, ben, elle va être maximisée au fur et à mesure qu'on s'approche de l'origine. Dans le fond, la valeur de f est maximale à 0. C'est là que f va être égal à 1, quand x1 vaut 0, x2 vaut 0. Sinon, plus qu'on s'éloigne de l'origine, plus que f est faible. Et donc, dans le fond, ça correspond à la distance euclidienne au carré ici, à l'origine qui est l'équivalent de f. Là, on voit qu'il y a des courbes de contour ici. Donc, ces courbes de contour-là nous disent, bon, chacune des courbes, comme par exemple celle-là ici, c'est équidistant par rapport à avoir la même valeur de f. Et donc, en ce point-là, partout sur la courbe de contour, la valeur de f est constante. Donc, c'est le cercle qui est centré sur l'origine à une certaine distance, à un certain rayon. Et ce rayon-là correspond à ce qu'on a comme distance, ce qu'on a comme valeur de f. Indirectement. Donc, le point où f de x va être maximisé, c'est le point ici. C'est justement ce point-là qui correspond au point où, si je reviens ici, c'est 0,5, 0,5. Donc, c'est ici qu'on a l'équivalent de 0,5, 0,5
en étant sur G. Donc, c'est vraiment l'endroit sur la droite G qui va maximiser le F. Donc, on a réussi à faire notre optimisation, maximiser F, tout en respectant la contrainte. On va intégrer ça pour dériver finalement l'ACP, pour pouvoir faire obtenir ce qu'on cherche. On se rappelle que ce qu'on cherche, c'est d'obtenir les directions de variance maximale. Donc, la première composante, la composante principale, là, la première, on va l'appeler W1. On va dire W1, c'est la direction de la variance principale. C'est dans cette direction-là que la variance est maximale. Puis ça, mais W1, c'est un peu la droite vers où on projette nos X. Nos X sont projetés selon W1. Puis la projection de X selon W1, donc la projection des X sur la droite correspond à la direction du vecteur W1, va nous donner le Z1. Z1, c'est un scalaire. C'est la valeur projetée en une dimension, finalement, parce qu'on projette des dimensions vers une avec le vecteur W1. Comme c'est seulement la direction qui nous intéresse ici, on va contraindre à ce que la norme sur W1 soit égale à 1. Fait qu'on va contraindre à avoir un vecteur unitaire parce que c'est seulement la direction qui nous intéresse, puis c'est plus facile à gérer les choses en imposant cette contrainte-là. Et donc, on dit si la matrice de covariance pour nos X est égale à, ça s'appelle grand sigma, bien, ce qu'on peut obtenir avec ça, c'est de dire que, dans le fond, le produit de W1 transposé, matrice de covariance W, et en faisant cette opération-là, on obtient directement la variance sur notre Z1. Fait que la variance des données X réparties selon le vecteur W1, donc projetées sur Z1, va être obtenue avec cette équation-là. Ça, c'est une propriété qu'on sait qu'on obtient directement étant donné ce qu'on a comme matrice de covariance. Donc, en disant, bien, si on a ça, bien, on va regarder c'est quoi l'espérance de Z1. L'espérance de Z1, ce serait l'espérance de W1 transposé X. Si on travaille seulement avec X, on va dire l'espérance de W transposé X, c'est égal à W transposé espérance de X, parce que W ne dépend pas de X. Exactement, c'est comme une constante. L'espérance de X, c'est égal au vecteur moyen mu, donc à la vraie moyenne. Ensuite, on a la variance. Donc, la variance de W transposé X, c'est égal à l'espérance de W transposé X moins W transposé mu, tout ça au carré. Donc, c'est la définition de la variance ici. Et si on développe ça plus amplement, bien, on va avoir quelque chose comme ça ici. Donc, tout simplement, le carré, on peut le définir comme étant ça ici, c'est ce qu'on avait, et la même chose, mais transposé. Donc, ça nous donne l'équivalent de la mise au carré. Et en brassant un peu tout ça, on obtient, en sortant les W, finalement, on obtient quelque chose qui ressemble à ça. Donc, on a W transposé, X moins mu transposé, W. Puis ça, ben, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va isoler W, ils n'ont pas rapport avec l'espérance de X. Donc, on est capable de sortir le W ici en avant, le W ici de l'autre côté. Et là, on va avoir espérance de X moins mu fois X moins mu transposé, tout ça fois W d'un côté et W transposé de l'autre. Et ça, ben, par définition, cette chose-là ici, c'est la matrice de covariance. Donc, on a directement que la variance ici qu'on a correspond à ça. On vient de dire que finalement, l'espérance de W transposé X, qui correspond à Z1, est égale à W transposé matrice de covariance W. Je viens de vous démontrer cette chose-ci. Et donc là, on a défini la variance, puis on sait qu'on recherche le vecteur W1 qui va maximiser cette variance-là. Sous contrainte que c'est un vecteur unitaire, donc W1 transposé W1 va être égal à 1. Ça, c'est la contrainte que le vecteur est unitaire. Et sinon, ce qu'on cherche, c'est le W1 qui maximise la variance de Z1. Comment y arriver? Bien, on va y aller par la méthode de Lagrange. On va rechercher finalement la valeur de W1 qui va faire ça. Donc, on va définir notre problème d'optimisation comme étant la maximisation de variance de Z1 ici.
moins alpha. Le alpha, c'est notre lambda de tout à l'heure, donc c'est notre multiplicateur de Lagrange. La contrainte a l'effet que W1 transposé W1 soit égal à 1. Donc, dit autrement, W1 transposé W1 moins 1 est égal à 0. Donc, ça, c'est notre contrainte qu'on veut respecter pour que le vecteur soit unitaire. Ça, c'est notre multiplicateur de Lagrange. Et ici, c'est ce qu'on veut maximiser, la variance de Z1. Donc, on va faire la dérivée partielle selon W1. Donc, la dérivée partielle de notre équation selon W1. Là, je fais une dérivée partielle selon un vecteur. Alors que je vous avoue que c'est, on pourrait dire, un raccourci. Donc, mathématiquement parlant, je vous simplifie les développements. Je suis d'accord que c'est un exercice mental de faire une dérivée selon un vecteur. Ce n'est pas tout à fait formellement pur, mais c'est quand même valide. Puis les développements, ce que je vais faire ici, sont tout à fait valides. Vous pourriez les refaire en développant les vecteurs, mais ce serait très lourd en termes de notation. Donc, pour faire bref, si on fait la dérivée partielle de du multiplicateur de Lagrange, notre critère d'optimisation avec méthode de Lagrange ici, selon W1, on a l'équivalent ici, finalement, ça, là, ça correspondrait avec un scalaire à x carré, W1 carré, si vous préférez. C'est comme la dérivée de W1 carré selon W. Ça correspond à 2 fois W1. Puis la matrice de covariance est une constante ici parce qu'on fait la dérivée selon W1. Fait qu'on a l'équivalent de dérivée de x2 qui est égal à 2x, donc dérivée de W1 au carré qui est égal à 2 grand sigma W1. Maintenant, ici, on regarde c'est quoi la dérivée selon W1 transposé W1. C'est la même chose, comme la dérivée de x au carré ou de W1 au carré. Ça revient à 2W1. On avait le moins alpha ici devant, fait qu'on a l'équivalent de moins 2 alpha W1. Donc ça, c'est la dérivée pour le deuxième morceau. Le reste, c'est des constantes. Fait que tout ça, ben, on fait égaler ça à 0. Ça nous donne une première équation ici. Et donc, si on simplifie un peu, bien, si on transfère finalement, si on prend ça ici, on l'envoie à droite, puis on élimine les deux, ça nous donne directement grand sigma W1 est égal à alpha W1. Par définition, sachant qu'on travaille sur une matrice de covariance, donc une matrice symétrique positive définie, on sait que donc matrice de covariance soit W1 qui est égale à alpha W1. Ça, c'est vrai lorsque W1 est le vecteur propre de la matrice de covariance et que alpha est la valeur propre. Là, on est en train de tomber sur les questions de décomposition en valeur propre, vecteur propre, chose que vous avez certainement vue à moult reprises dans vos cours d'algèbre linéaire, de calcul matriciel. Donc, on retombe là-dessus. Donc, on revient sur cette notion-là. Puis, dans le fond, pour pouvoir arriver à cette chose-là ici, on a tout simplement à dire que si on fait l'extraction en vecteur propre, valeur propre de notre matrice de covariance, on va les obtenir. On va obtenir le W1 puis le alpha. Donc, c'est vrai seulement lorsque alpha et W1 sont associés comme étant une paire de vecteurs propres, valeur propre. Et donc, ceci dit, on a quand même plusieurs paires de vecteurs propres, valeur propre possibles. Dans le fond, on va aller choisir, on va aller prendre le vecteur propre qui est associé à la valeur propre la plus grande. Étant donné que, si on regarde finalement que la variance de W1 transposé X, c'est égal à ça, on a eu ça tout à l'heure, mais si on dit que finalement, ça c'est vrai, ça veut dire que ça correspond à l'équivalent de alpha W1 transposé W1. Et comme on a posé que c'est une contrainte ce W1 transposé W1, on n'a que directement un alpha. Et donc, c'est quand même quelque chose de très important ici, c'est de voir que notre variance de notre Z1 est égale à notre alpha. Et donc, le alpha est la variance selon Z1. Et donc, on veut aller chercher la paire dont la variance est la plus élevée. Donc, c'est la composante principale, qui correspond donc à prendre la paire de vecteurs propres, valeur propre, pour laquelle la valeur propre est la plus grande. Donc, on a eu notre première composante principale comme ça. Maintenant, on va dire, mais on aimerait avoir la deuxième composante principale. Donc, on va avoir le vecteur W2 qui maximise la variance selon Z2.
selon les mêmes développements qu'on a vus tout à l'heure. Donc là, on va avoir encore un problème d'optimisation sous contrainte, mais avec deux contraintes. La première, c'est la même chose qu'on avait avec la première composante, c'est à savoir qu'on veut que notre vecteur soit unitaire. Notre vecteur est unitaire seulement lorsque W2 transposé W2 est égal à 1. Mais on a comme deuxième contrainte que notre deuxième composante principale soit orthogonale à la première. On va avoir une base orthogonale. Donc, on veut avoir que W2 est orthogonal à W1. Puis ça, ben, c'est tout simplement de dire que W2 transposé soit W1 doit être égal à 0. C'est comme ça qu'on a l'orthogonalité entre les deux vecteurs. Donc, pour y arriver, on va réappliquer encore la méthode de Lagrange, cette fois-ci avec deux contraintes. Donc, on va avoir comme objectif de maximiser la variance de Z2, ici. On se rappelle donc que c'est ce qu'on cherche ici. La variance de Z2, c'est égal à ça. Moins alpha, la contrainte 1, qui est de dire que le vecteur W2 est unitaire, moins bêta, deuxième contrainte, que W2 est orthogonal à W1, et donc W2 transposé W1 moins 0, même si c'est ridicule parce qu'on aurait pu mettre directement W2 transposé W1, mais pour pouvoir être cohérent avec le reste, j'ai mis ça ici. On a ça ici. Donc, si on développe plus amplement, en simplifiant un peu les choses, en faisant la dérivée partielle, et donc là, on va faire la dérivée partielle de notre fonction L, donc avec, pour notre optimisation sous contrainte, selon W2. Donc là, comme on avait tout à l'heure, la dérivée de W2 transposé, grand sigma W2, c'est égal à 2 fois grand sigma W2. Donc ça, c'est bon. Deuxième élément, c'est de dire la dérivée de W2 transposé W2, ça correspond à, avec ça ici, on a l'équivalent de moins 2 alpha W2. Ça, c'est bon aussi. Et troisième élément, c'est de regarder la dérivée de moins bêta W2 transposé W1. Vu qu'on fait la dérivée selon W2, W1 est une constante, c'est comme faire la dérivée de x avec une constante de Cx, mais ça reste C. Donc ici, finalement, ce qui est constant, c'est moins bêta W1. Donc avec ça, on a la dérivée partielle selon notre troisième élément. Et donc ça, c'est notre fonction, notre dérivée partielle selon W2, et c'est égal à 0. Parce qu'on veut trouver on va optimiser, on va trouver l'optimum ici. Fait que si on développe un peu les choses, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va multiplier chaque côté par W1 transposé. Ça va simplifier nos développements. C'est de dire que finalement, on a 2 W1 transposé sigma W2, moins 2 fois alpha W1 transposé W2, moins bêta W1 transposé W1, tout ça est égal à 0. En faisant ça, on a des choses intéressantes. Étant donné que on sait que finalement, grand sigma W1 est égal à lambda 1 W1, qu'on va simplifier certaines choses. On va dire d'abord que W1 transposé, grand sigma W2 ici, on peut brasser ça, on peut tout simplement inverser finalement W1 et W2, ça va être équivalent. Ça revient à ça ici. Et maintenant, vu qu'on a ça ici qui est égal à ça, on va être capable de simplifier ça par ça ici. Donc, si j'efface tout ça, on peut regarder ça ici. Là, on a l'équivalent de lambda 1 W2 transposé W1. Puis là, vu qu'on avait posé ça ici, on avait dit que W2 est orthogonal à W1. Fait qu'on a que tout ça est égal à 0. Fait qu'on vient d'éliminer finalement ce morceau-là ici. OK. On continue. Donc maintenant, on a quelque chose comme quoi que, bon, fait que ça, étant donné qu'on a ça ici, qui est égal à 0, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut éliminer ça. Ici, ben, cette chose-là ici, c'est équivalent à ça ici. Fait que ça aussi, on peut éliminer ça. Et donc, on va être capable de retirer ça ici. Ce qui reste, c'est de dire que moins bêta W1 transposé W1, ben, on le garde, mais on dit que c'est égal à ça ici. Mais là, on sait que ça ici, c'est un vecteur unitaire W1. Fait qu'on va avoir l'équivalent de bêta est égal à 0. Parce qu'on va retirer ça. Et donc, on a résolu
on a fait des simplifications pour déterminer la valeur de bêta, puis bêta est égal à 0 ici. Donc, en simplifiant ça, on a quelque chose comme 2, on a cette équation-là ici. Donc, on simplifie le tout avec ceci. Enfin. Donc, on a quelque chose comme quoi que on va avoir donc, étant donné qu'on excusez-moi, je vais revenir en arrière. Étant donné qu'on a simplifié ça, c'est ça. Étant donné qu'on a simplifié ça ici, vu que c'est égal à 0, donc on est capable de dire que 2 sigma, carrément sigma W2 est égal à alpha W2. Bref, c'est ça qu'on obtient. Donc, on obtient ceci. Donc, on est capable, vu qu'on a dit que le bêta est égal à 0, on était capable de ramener à grand sigma W2 plus alpha W2. Donc, ça, ici, ça implique que W2 est également un vecteur propre de la matrice de covariance. Donc, on est retombé sur nos pattes en disant, ben W2, c'est un vecteur propre de la matrice de covariance ici, grand sigma. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bien, comme on veut maximiser la variance de Z2, qui est égale à W2 transposé X, on va choisir le vecteur propre associé à la deuxième plus grande valeur propre. Donc, on va prendre comme alpha ici, le lambda 2, qui est la deuxième valeur propre la plus grande, puis on va aller chercher le vecteur propre associé comme étant notre deuxième direction, notre direction de notre deuxième composante principale. Puis là, on procède ainsi de suite avec les autres dimensions. À chaque fois, on choisit des vecteurs W, des vecteurs propres W, qui sont orthogonaux au premier, donc qui sont dans la base de vecteurs propres, en ordre décroissant de valeurs propres associées. Donc, on va y aller en prenant toujours les W de la valeur propre la plus grande parmi celles qui n'ont pas été sélectionnées. Puis là, ça va nous donner une matrice de rotation. Donc, on va avoir une matrice grand W qui est formée de chacun de ces vecteurs propres-là, ordonnés. Donc, si on en garde seulement K, on va avoir les K vecteurs propres associés aux K valeurs propres les plus grandes, ordonnées de la plus grande valeur propre à la plus petite parmi les K. Donc, c'est les premiers vecteurs propres. Propriété supplémentaire, c'est que grand sigma est symétrique. Donc, comme c'est symétrique, les vecteurs propres sont orthogonaux par définition. Comme WI sont unitaires, ils forment une base orthonormale. Donc, c'est un peu plus que ça. Puis, comme la matrice de covariance est définie positive, donc, toutes les valeurs propres sont non nulles. Ça, c'est quand même important. Donc, on a pu faire ça à cause de ces propriétés-là, étant donné qu'on travaille sur une matrice de covariance qui est positive, définie et symétrique. Sinon, si elle n'est pas définie positive, on va prendre le rang de la matrice de covariance, puis ça va nous dire combien de valeurs propres on peut prendre, parce que les autres sont associés à des valeurs propres nulles. On ne peut pas les utiliser, ça ne veut rien dire. Donc, on va être capable, c'est quand même une façon d'éliminer, donc ça élimine les directions où il n'y a aucune variance. Ça veut vraiment dire que ces dimensions-là, ils n'ont aucune information pertinente. Donc, c'est une façon, si on observe finalement que la matrice n'est pas définie positive, donc il y a des valeurs propres nulles, ben, c'est des indicateurs de les retirer. C'est tout simplement des directions qu'on ne garde pas. Donc, pour visualiser un peu ce que ça donne, c'est de dire qu'en deux dimensions, donc on suppose qu'on a des données qui sont distribuées selon, disons, une loi normale ou approximativement une loi normale. On a ici en bleu la courbe de contour qui nous donne finalement un peu le sens. Donc, on voit que c'est un nuage de points qui serait un peu étalé comme ça. Donc, ce nuage de points-là qui est étalé un peu de bas à gauche vers le haut à droite. Mais si on regarde un peu ce vecteur-là, on va dire, bien, le vecteur moyen, donc le centroïde des données, la valeur moyenne des centroïdes est ici. Donc, on va l'appeler mu, c'est vraiment le centre de nos données. Puis là, si on regarde un peu l'étalement, on peut dire que la direction ici, là, cette direction-là, correspond finalement à la direction de W1, qui est notre première composante principale. Donc, c'est dans cette direction-là que la variance est maximale, puis on le voit là. On voit que notre cloche est étalée comme ça. Donc, on voit qu'on a vraiment un étalement dans cette direction-là.
Puis là, vu qu'on est seulement en 2 dimensions, bien, l'autre direction est nécessairement orthogonale, donc c'est cette direction-là ici, qui correspond à celle-là ici. Donc, c'est la direction, c'est pas la deuxième direction de variance principale orthogonale, mais il n'y en a pas d'autre vu qu'on est en 2 dimensions. Puis ce qu'on obtient par-dessus ça, c'est que la racine carrée, finalement, de... il y a une erreur ici, c'est 2 et ça devrait être 1 ici. Excusez-moi. Donc, la racine carrée de l'étalement, finalement, du lambda, ça correspond à l'écart type. Donc, ça veut dire que c'est un peu l'écart type. Donc, c'est un indicateur direct sur notre courbe de contour, à savoir que finalement, nos données sont distribuées, étalées selon l'axe de W2 à un niveau de racine carrée de lambda 2. Et similairement, pour ce qui est dans la direction W1, l'étalement correspond à la racine carrée de lambda 1, qui est l'écart type un peu dans cette direction-là de l'étalement de nos données. Donc, ça c'est des indicateurs qu'on peut poser sur notre courbe de contour pour faire du sens de tout ça. Et donc, une analyse en composante principale, c'est une transformation linéaire. Donc, sous cette forme-ci, c'est de dire qu'on va donc centrer, donc, on centre sur la valeur moyenne, puis après ça, on fait une rotation W qui est définie par l'utilisation des vecteurs propres associés aux valeurs propres les plus élevées. Fait que si on prend tout, on va tout simplement ordonner nos vecteurs propres, du vecteur propre à la valeur propre la plus élevée vers celui à la valeur propre la plus faible. Et l'opération de transformation linéaire que ça va faire, ça va d'abord centrer, donc avec x moins m, ça nous permet de centrer ce qui était ici à l'origine. Et ensuite, avec la matrice W, on va faire la rotation. On va donc faire la rotation pour faire en sorte que selon l'axe ici, qu'on appelle ça x1 et x2, on va dire que ça, c'est z1. Donc, c'est la direction de la variance maximale associée à la première composante principale. Puis ça, c'est Z2. Donc, on a comme retourné nos affaires pour pouvoir réorganiser nos choses. Puis là, en faisant cette transformation-là, on a retiré aussi la covariance parce que la matrice de covariance résultante va être une matrice qui va être diagonale.